je vais vous montrer une vidéo, parce que quand je voyais tous les rushs, quand même, entre ce que j'avais pu filmer au début de l'année dans la classe de Vania et Vanessa, et ce que j'ai pu filmer là ces derniers temps, il y avait vraiment un énorme décalage. Moi, je me souvenais très bien de ce que j'avais filmé et de la tension qu'il y avait. C'est-à-dire que je me souviens très bien, en novembre, je ne savais pas où me mettre pour filmer. Il se passait tellement de choses, tout était effervescent, en ébullition tout le temps dans cette classe. S'il y avait une nervosité que je ne savais même pas où me mettre parce que ça bougeait tout le temps. Et après, la différence avec les dernières fois où je suis allée filmer, où c'était vraiment... J'avais le temps de changer d'axe plein de fois. Les enfants n'avaient pas bougé. Donc j'ai des plans comme s'il y avait plusieurs caméras dans la salle. Les enfants n'ont pas bougé. Ce qui est juste... Ça aurait été impossible à envisager il y a quelques mois. Donc je me suis dit, il faut que je puisse vous rappeler quand même d'où on vient. Parce que c'est comme les enfants. Vous savez, quand j'ai dit... Vous avez peut-être entendu quand c'était Charlie qui commençait à lire sur la vidéo. Et je dis, mais dis donc, je suis venue il y a quelque temps et tu ne lisais pas. Et puis maintenant, je reviens et tu lis, mais quel progrès! En fait, là, on est dans la description. J'explique, je rappelle à l'enfant juste de manière descriptive ce qu'il se passait et où il en est. Et comme ça, il n'est pas dépendant de mon jugement, mais c'est juste que voilà, il prend confiance en lui. Ok, j'ai fait des progrès, les choses avancent. Et donc, c'est ça, il faut aussi, pour tous, il faut qu'on prenne conscience de d'où on vient, de ce qui s'est passé il y a quelques mois encore. Donc, je vais vous passer cette petite vidéo avant-après. Et je vous invite à prendre des petites notes comme ça rapidement. Quand vous allez la voir, de noter ce qui a changé maintenant, parce que vous avez vu ce matin la vidéo, ce qui a changé chez les enfants et ce qui a changé chez les enseignantes. Et aussi, si possible, si vous avez le temps, ce qui a changé dans l'environnement. Juste des mots comme ça, hein, pour prendre conscience.
sur la vidéo qu'on vient de voir, est-ce que vous avez noté des choses qui avaient changé, qui avaient fort changé là? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Je faisais peur en fait avant. J'étais fâchée. J'étais tout le temps fâchée. J'étais comme ça tout le temps. Et après, je souris. Donc ça, c'est déjà une chose. Et en plus, je l'ai revécu. Le stress de l'époque, d'il y a 6 mois, je viens de le revivre. Donc c'est assez impressionnant. Et, effectivement, on sentait que tu étais déjà stressée parce que tu étais dépassée par la situation. Mais quand tu parles avec les enfants, finalement, c'est toujours dans un rapport de tension ou de conflit. C'était pas apaisé, quoi. Et quand tu les balades, c'est par grappe. C'était ça, oui. C'était vraiment... J'étais un peu en panique tout le temps, en fait. C'était un état de panique tout le temps. C'était qu'est-ce que je fais? Je m'arrêtais, je me mettais à l'écart, je regardais. Je dis qu'est-ce que je fais maintenant? J'étais seule, donc avant que Vanessa arrive, évidemment. Et donc c'était vraiment... voilà, je savais que j'allais y arriver un jour, mais je ne voyais pas le bout, en fait. Donc, parce que moi, j'ai noté plein de choses. Le bout est arrivé après. J'ai noté plein de choses. Je ne sais pas si quelqu'un a peut-être une réaction peut-être à... Ah, elle n'était jamais assise, oui. Oui, elle n'avait pas la possibilité de s'asseoir. Et ça, c'est parce que l'autonomie n'était pas installée du tout, du tout. C'est pour ça qu'on a pris vraiment le temps de le faire. Je pense il faut vraiment pas brûler les étapes, et c'est ce qu'on a appris avec cet accompagnement. Qu'on a pris beaucoup de temps à l'autonomie, mais c'est bénéfique en fait, il le faut. On n'a pas le choix, c'est comme ça, il faut prendre beaucoup de temps pour l'installer, pour qu'il ne vienne pas demander de l'aide à chaque instant et qu'il soit dépendant vraiment de l'adulte. Donc, d'ailleurs, quand on a regardé ces vidéos-là il y a 2 jours ensemble, tu disais, Vania, quand on voit Sélénée, une petite fille qui met un tablier violet, tu m'as dit, mais ça, en fait, on ne le fait plus du tout maintenant. On ne le fait plus parce qu'en fait, ou il se débrouille tout seul, ou il demande l'aide d'un copain. Donc, ça n'arrive vraiment plus jamais qu'on vienne chez moi me demander de mettre un tablier. Peut-être c'est limité de temps en temps, mais on n'est vraiment pas interrompu par ça. Il se débrouille assez bien tout seul. Et donc, l'autonomie est bien installée. Il y a plein de petits signes qui nous montrent que vraiment l'autonomie est là. Isabelle dit, il y avait quand même cette fois beaucoup de place. Maintenant, il y a beaucoup de place pour circuler avec le chariot, et pourtant, ils ne le font pas. Et parce qu'il n'y a plus de chariot. Ça serait intéressant de le remettre pour voir. Martine disait que dans la deuxième partie, on voit les enfants qui sourient plus, qui rigolent, qui interagissent plus. Et ils sont tous occupés. Alors que dans la première partie, ils ne se posaient pas du tout une activité. Et ils passaient d'une chose à l'autre sans se poser, quoi. Et que tout est plus productif, ce que font les enfants, et même les interventions des enseignantes, quoi. Qu'il y a une différence entre il y a 6 mois où les constructions étaient un peu informes, quoi, il n'y avait pas d'objectif, et là ça devient, voilà, il y a des choses qui s'érigent quand même, qui prennent sens avec des petits bonhommes par-ci, par-là. Non, très clairement, oui. Il y a vraiment un lien entre l'aménagement de l'espace et la concentration et la précision des gestes. Enfin, c'est ce qu'on a pu constater, en tout cas. Depuis la première vidéo, j'ai lâché prise simplement. Je me suis détendue. Et donc, il faut se détendre. Voilà, j'ai arrêté de me soucier de est-ce que je vais y arriver, est-ce que les apprentissages vont être faits, qu'est-ce que les autres vont dire, tout. J'ai tout lâché, simplement, et je suis dans ma classe avec eux, on est ensemble, et je suis dans ma bulle, vraiment. Et la bulle, je parle des locaux, c'est notre bulle, et le reste, c'est pas grave. Moi, je sais ce que je fais, enfin, on sait ce qu'on fait. Voilà. J'ai juste envie, pour faire la description quand même, j'ai noté plusieurs choses, mais je suis sûre qu'il y en a beaucoup plus qu'on pourrait décrire et qui m'ont échappé. Donc effectivement, on voit sur la vidéo que tu es toujours dans un rapport, là, il y a 6 mois, rapport conflictuel, de tension avec les enfants, effectivement, de contrôle, de faire la police, quoi. On voit aussi les tapis de construction qui sont très, très étroits, donc tu passes ton temps à remettre les Legos sur le tapis, à remettre le panier de Lego à côté du tapis, du coup à ranger constamment du matériel partout, à ranger du matériel et à ranger des enfants. Effectivement, tu es souvent debout et donc pas en présentation. Les tables bougent, tu passes aussi ton temps à remettre les tables, à remettre les chaises. Il y a beaucoup d'enfants qui sortent.
qui re-rentrent, qui ressortent, qui re-rentrent. Tu déplaces les enfants par grappe. Les enfants ne sont pas dans des activités constructives, ils se chamaillent quoi, tout le temps. J'ai vu pas mal d'enfants faire ça. Effectivement, il faut leur placer les tabliers. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je l'ai noté à 4,43. Il y a des enfants qui mettent de la pâte à modeler dans leur bouche. Ça, je l'ai pas. On l'a revu une fois, Julia qui a fait ça, mais enfin, c'est pas. Là, je pense que c'était beaucoup plus fréquent. Ils sont pas capables du tout de jouer un jeu ensemble. On le voit. D'ailleurs, tu dois rester avec eux. Tu dois leur dire ne mets pas tes mains là, à ce moment-là. C'est pas à ton tour. Pas du tout capable de jouer un jeu à plusieurs. Et pas capable de respecter l'espace de travail de l'autre. Ils passent leur temps à envahir l'espace de l'autre et toi à dire non, mets tes mains là, repousse-toi, pas le corps sur la table. La porte est toujours ouverte quasiment, alors que là, 6 mois plus tard, elle est fermée. Maintenant, ils la ferment par eux-mêmes. Exactement. Et là, ça s'est vraiment amélioré avec le collier toilette, simplement. Donc, ils peuvent aller tout seuls aux toilettes. Donc, il y a un collier suspendu à la porte. Et s'il n'y a pas de collier, ils attendent. Et quand il y a le collier, ils partent. Donc, il n'y a plus ces allers-retours à 5-6 qui faisaient vraiment des ordres aussi. Et donc, on leur apprend à refermer la porte. On a insisté aussi longtemps là-dessus. Et ça commence à porter ses fruits. Les déplacements sont plus calmes. Avant, c'était vraiment agité, quoi. Bon, après, c'est amplifié par l'accéléré, mais si on avait le temps de tout voir, les déplacements sont toujours dans des espèces de bons... Ça marche, les enfants ne marchent pas calmement. La seule chose que j'ai notée dans la vidéo, dans la partie de maintenant, de mois d'avril, c'est qu'il y a, je sais pas, vous avez dû le voir, il y a un enfant qui traverse la salle, le local sensoriel, avec le collier des toilettes en travers de la tête. Voilà. C'est le truc un peu désordonné. Je veux dire, par rapport à ce qu'on a vu 6 mois avant, c'est juste fou, quoi. Moi, je filmais ça, je riais, j'ai dit, mais c'est incroyable. Et il n'y a que ça, quoi. Ah oui, il faut se dérouler, tourner la map. Mais encore, oui, parce qu'en fait, ils ne savent pas quoi faire avec, ça ne leur a pas été encore présenté, mais effectivement, ça va être précis, il faut que ça soit précisé. Ils se débrouillent vraiment entre eux. Il y a vraiment une relation entre eux, du coup, qui est tout à fait nouvelle, d'entraide. Et ils ont de moins en moins besoin de l'adulte, et tant mieux, parce que c'est vraiment un soulagement pour nous. Et ça, bravo, hein. Tout ça, c'est le signal que vous avez juste fait un excellent travail. Vous avez été rigoureuse là dans tous les gestes, jamais lâché, toujours juste. Vous annoncez ce que vous allez faire, vous le faites. Les enfants ont bien compris et ça prend du temps, mais ça finit par porter ses fruits. Et donc là, ce que je suis en train de décrire, c'est important parce que ça a pris 6 mois. Ça a été le travail d'une année. Et c'est pour ça qu'on a fait tout ça cette année, pour que effectivement les enfants arrêtent de mettre la main, finissent par mettre un tablier tout seul, finissent par nettoyer le chevalet de peinture tout seul, ne plus courir dans les toilettes par grappe. En fait, là, mission accomplie, quoi. Franchement, c'est génial, c'est vraiment génial. Ça, c'est une question, je suis certaine que beaucoup se posent là. C'est comment vous faites pour qu'il y ait un effectif harmonieux dans les salles, quoi. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est harmonieux naturellement? Qu'est-ce que vous faites? Donc, au début, c'était vraiment une peur. Donc, on pensait qu'il fallait organiser un maximum. Donc, et puis, on a lâché prise et on a vraiment essayé que ça se fasse naturellement. Donc, on a laissé faire. Puis, les bancs et le nombre de chaises qu'on a placées incitent aussi à cet équilibre. Donc, mais finalement, vous avez été... ça a quand même été une surprise agréable, non, quand vous avez ouvert la porte entre les deux salles. Parce que quand vous me l'aviez dit, vous aviez peur que ce soit déséquilibré. Et finalement, le premier retour que vous m'avez fait, c'est en fait, c'est assez harmonieux, quoi. C'est ça, non C'est très harmonieux et on s'est senti respirer par l'espace, en fait. Donc, que du positif. Donc là, si je pose cette question-là, c'est parce que vraiment, il y avait cette crainte-là. Moi aussi, je l'avais. Je me dis, mais ça risque de se désorganiser beaucoup. Tous les enfants risquent de se retrouver dans le local sensoriel. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Pas du tout. Même si, effectivement, faut plutôt, quand il faut rééquilibrer, c'est plutôt de la salle sensorielle vers la salle des fondamentaux ou pas? Ça dépend. Vraiment, ouais, ça dépend. Donc,
un des 3 adultes, en général, regarde un petit peu si tout fonctionne. Et puis, on n'hésite pas, s'il le faut, à aller chercher quelques enfants, mais ça se fait très, très rarement. Donc, voilà. Est-ce que vous avez eu peur, mais je sais déjà la réponse, est-ce que vous avez eu peur de ne pas avoir assez de matériel quand on a fait cette deuxième phase d'élagage? Oui, parce qu'on avait déjà quasiment... Enfin, on avait beaucoup enlevé, donc on ne voyait pas encore ce qu'on pouvait enlever. Et puis, finalement, en commençant à mettre la main à la pâte, on a vu plein d'incohérences encore présentes dans la classe. Et du matériel qui n'était pas du tout utilisé depuis pas mal de temps par les enfants, donc qui n'avait plus sa place. Donc on a continué. Est-ce que tu te souviens de ce matériel ou pas? En fait, dans la première vidéo, on voit un enfant il passait son temps à faire des colliers avec des pièces en plastique. Et ça, on a retiré. Alors on trouvait ça intéressant parce qu'il y avait des fiches, mais en fait, ils n'utilisaient pas les fiches. Et ça servait à pas grand. On a réussi à s'en détacher. C'était difficile, mais on l'a fait. Il y avait du Est-ce que tu sais pourquoi ça a été difficile? Parce que ça nous faisait peur justement d'enlever encore. C'est cette peur de ne pas avoir assez, peur que les enfants s'ennuient, peur de manquer vraiment. Voilà, ça rassurait l'institutrice quelque part d'avoir pas mal de choses dans la classe de matériel, alors que c'était beaucoup plus compliqué à gérer justement parce qu'il y avait les présentations à faire, parce qu'il y avait le rangement, parce que ça faisait des ordres. Donc finalement, ce n'était pas un service qu'on se rendait en gardant ces activités. Et donc, maintenant, je suis très contente que ce soit parti, mais voilà, ça a été une grande peur quand même. Oui. Mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'au final, elles l'ont fait, mais elles avaient vraiment la trouille. Enfin, surtout, Vania, je sentais beaucoup de... Et c'est pour ça que je vous dis, quand vous avez peur, juste essayez un peu, essayez un peu. En plus, au début, je crois que le matériel, on l'avait laissé. Pour certaines activités qui te faisaient peur, je t'ai un peu eu en te disant, mais laisse-la là, regarde. Elle est là, pas loin, dans le petit placard. Si tu as besoin, tu iras la chercher. Vraiment, ça mais manque. la troisième fois, tu l'as réussi à mettre dans le couloir. Donc, c'est parti. Et puis, tu n'es pas allé la rechercher, finalement. Ce n'est pas des activités qui te faisaient... Non. Voilà, qui avaient... à ce moment-là du sens. Mais ça peut être aussi une solution, ça, pour des choses où là, cette année, ça ne fait pas trop de sens de l'avoir, mais qu'on se dit quand même, ça risque d'être ma carte de joker à un moment donné pour un enfant, ben, on peut la mettre dans un coin, soit dans l'armoire de la classe, soit dans la réserve de l'école. Mais bon, au moins, ça n'envahit pas l'espace inutilement. Qu'est-ce que vous faites, les filles, avec les enfants qui ne font rien, entre guillemets ? En fait, pour certains enfants, c'est nécessaire aussi d'avoir des moments où ils ont envie de rien faire, d'observer les autres. Et on pense qu'ils ne font rien, mais on s'est rendu compte que ils observent quand même. Et pour d'autres, comme on a vu avec la petite Sarah, on les guide vraiment. On essaie d'aller les chercher, de leur proposer des choses, des activités. Est-ce que finalement, est-ce qu'il y a eu un enfant ou plusieurs avec lesquels vous ne parvenez pas à diriger leur attention vers une activité constructive ? Est-ce qu'il y a des enfants où vous ne savez pas quoi faire, quoi ? Plus maintenant, non. Plus maintenant ? Non. En fait, moi, je me suis rendu compte avec un enfant qui était souvent au coin construction et il passait énormément de temps. Et en fait, nous, on est frustrés et stressés. Mais au fur et à mesure, ses constructions se sont vraiment affinées et en fait, il est devenu un peu expert dans ce domaine-là. Et c'est qu'il avait besoin de passer par là, avoir des progrès dans cet espace pour après passer dans d'autres domaines, en fait. Des enfants comme ça, moi, de temps en temps, je vais les chercher, en fait, et on passe un bon moment à deux, donc soit faire le son des lettres, le tunnel mathématique, enfin, peu importe. Et ça, on note aussi dans le cahier du midi. Voilà, qu'est-ce que je peux proposer à cet enfant. On propose toujours, si on voit vraiment qu'il y a un enfant qui reste... Après, voilà, il a besoin de cette activité à ce moment-là, donc on va le laisser beaucoup à cette activité. Maintenant, si l'enfant ne fait que ça, on va quand même l'inviter, une à deux fois dans la journée à aller faire une petite activité avec nous. Pas très longue, mais qu'il fasse quand même autre chose. Et puis, c'est un bon moment qu'on passe à deux, donc en général, ils ne sont pas contre. Mais par exemple, l'enfant qu'on voyait, avec qui j'ai construit l'hippopotame là, avec des boulons, donc lui, en fait, il a commencé par aller vers les cylindres
voyez, les activités Montessori. Et en fait, on a fait le lien en discutant entre, à partir du moment où il avait complètement réussi à maîtriser cette activité, c'est à partir de ce moment-là, comme par hasard, qu'il est passé à autre chose, à d'autres défis en fait. Donc je crois que c'est lié, ils ont besoin d'aller à fond dans une activité, de bien la maîtriser, ça les rassure et puis ils peuvent passer à d'autres choses. Enfin, c'est ce qu'on a pu constater. Pour aller dans ce sens, je dis pas que c'est comme ça pour tous les enfants. Il y en a peut-être qu'il faut aller un petit peu tirer, chercher. Comme effectivement cet enfant-là aussi, hein, cet enfant-là, peut-être Salman n'allait pas vers autre chose parce qu'en fait, il se sentait pas capable ou il avait pas du tout confiance qu'il pouvait réussir et que c'était peut-être pas pour lui. Et le fait d'avoir dit à un moment donné, bah si, en fait, on va le faire, ça lui a donné un boulevard pour se lancer sur d'autres activités. Donc certains ont vraiment besoin de ça. Mais bon, après, il lui a fallu vraiment maîtriser ça pour avoir le courage d'aller ailleurs. Mais n'empêche qu'à un moment donné, il y a eu un moment où on a dit, bah non, tu vas le faire et puis je suis là avec toi. Mais pour aller dans le sens de ce que disait Vania, parfois les enfants ont besoin de développer une compétence, d'être vraiment sur une activité, de devenir un peu expert de ça, et puis ça se généralise aux autres domaines d'apprentissage. L'exemple vraiment frappant d'une petite fille à Gennevilliers, typiquement c'était cet exemple, ce dont vous parlez, elle passait son temps, elle, à dessiner. Mais par contre, elle était très concentrée. Hein. C'était pas des dessins de je sais pas quoi faire, je fais des petites choses comme ça et je m'ennuie, je discute à côté. Elle dessinait, elle faisait beaucoup de production. Et puis ça m'inquiétait parce qu'elle a fait ça pendant vraiment des mois, peut-être 3-4 mois, avec des petites choses à côté de temps en temps. Mais enfin, l'essentiel de son activité, concentrée, mais activité quand même, c'était ça. Et puis un jour, elle s'est mise à lire. Elle a commencé elle connaissait le son des lettres parce qu'en parallèle, quand même, je m'assurais que le son des lettres passait. Mais ça n'était pas assimilé autant que les autres. Mais un jour, elle a décidé de lire. Et donc, elle a pris, j'en avais déjà raconté cette histoire-là, elle a pris carrément un conte. Je crois que c'était Cendrillon, je sais plus ce que c'était. Elle a pris un conte et elle a commencé à annoncer. Il y a un pavé comme ça, un paragraphe, en plus en petites lettres, c'était un conte. Et vous savez, les contes que les adultes lisent, pas ceux qui sont réécrits pour les enfants. Et je disais, mais non, Shaima, non, plus tard. D'abord, si tu veux lire, on va lire ces livres-là d'abord. Et en fait, elle est retournée, comme le dessin, elle retournait chercher ça, et puis elle a complètement décollé. C'est la petite fille qu'on a vue à la session dernière, qui lisait à plusieurs voix Cendrillon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, elle était au milieu, petite blonde, qui lisait avec le ton Cendrillon, patati, badaba, badaba. Vous vous souvenez de ça? C'est cette petite fille. Et pourtant, pendant des mois, elle n'a fait que du dessin. Par contre, c'était du dessin, effectivement, qui était minutieux, de plus en plus minutieux, de plus en plus précis. Donc, toujours trouver le bon équilibre. Mais comme dit Vania, j'abonde complètement dans ce sens-là. Écoutez ce que vous ressentez. Et d'où l'intérêt d'être en cotitulariat quand il y a ce genre de cas-là, parce qu'on n'est pas les seuls à porter la responsabilité de la décision de « ok, je le laisse un petit peu » ou « non, je vais chercher ». On est deux à confronter notre ressenti. Donc c'est d'autant plus important le cotitulariat pour ce genre de choses, avoir le geste pédagogique approprié. Alors, quelles ont été les évolutions dans votre posture, d'abord, depuis le mois d'octobre et depuis la fusion en particulier? Alors, quand je parle de la posture, c'est vraiment, c'est pas la posture avec les enfants, dans le geste professionnel. C'est pas ça que je veux dire, parce qu'on le voit bien, c'est assez évident. C'est plus dans votre intériorité à vous, qu'est-ce qui a bougé, quoi, si quelque chose a bougé. Moi, c'est vraiment le lâcher prise. Il y a ce mot, il résonne en moi. Je ressens un changement énorme à l'intérieur. Je me suis vraiment détendue et je prends le temps d'avancer doucement, en fait, avec les enfants. Voilà, je prends juste le temps, je prends du plaisir. Et avant, je faisais des activités, mais toujours sous le stress. Je me rends compte maintenant, en fait, que j'étais tout le temps sous le stress parce qu'il fallait gérer plein de choses en même temps, ça bougeait dans tous les sens. Et maintenant, je peux me poser, je suis apaisée, les enfants sont apaisés. Donc voilà, pour moi, ça a été vraiment ce gros changement-là. Donc il y a de l'apaisement, on s'amuse plus. Franchement, on prend vraiment le temps avec les enfants de se laisser porter en fait par l'instant présent avec eux. Et donc
on organise beaucoup, mais en même temps, on se laisse aussi porter par le moment et le partage avec l'enfant. Et ça, c'est quelque chose que tu faisais peu ou pas avant? Je faisais très peu parce qu'on se dit qu'on accorde trop d'importance à un seul enfant, alors que c'est vraiment, c'est l'accueillir en fait, comme on le fera avec les autres, mais plus tard, à d'autres moments. Et donc vraiment, voilà, c'est ce qui a beaucoup changé. D'être là quand je suis en activité, mais vraiment là, d'être présent et pas essayer de tout gérer à ce moment-là. Voilà. Moi, ce que je trouve qui a changé et que je trouve vraiment extrêmement fécond pour les enfants, c'est qu'il y a à la fois, comment dire, un drive de la part des enseignantes. Elles savent où elles vont dans la classe. Elles ont un cahier de suivi qu'elles suivent. Elles savent qu'il y en a une sera en tunnel. Le midi, elles font un point sur quel enfant, où en sont chaque enfant pour proposer quelle activité. Ce cahier sera partagé avec l'assistante maternelle. Donc vraiment, il y a une vraie direction qui est donnée. Et en même temps, il y a cette présence et cet accueil de ce qui ne peut pas se programmer, mais qui fait partie du programme. Ces moments de spontanéité où l'enfant vient chercher, ou alors sans que l'enfant vienne chercher, comme Charlie qui est venu chercher Vanessa, qui dit je veux lire le livre. Là, Vanessa, hop, s'arrête et va avec l'enfant une demi-heure, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi un moment où on est en train on est un petit peu en recul dans la classe, et puis hop, on voit quelque chose qui est en train de se produire, comme avec Salman par exemple. Salman, hop, on voit qu'il range l'activité ou qu'il ne veut pas, on dit mais attends, bien sûr que oui, tu peux. Ça, c'était pas programmé, on n'avait pas pensé à ce moment-là que Salman allait faire ça. Mais ça fait partie du programme. Ces moments de pleine disponibilité et d'improvisation, en fait, mais d'improvisation consciente, eh ben, ça fait partie du programme. C'est-à-dire que dans la journée, et ça c'est quelque chose, j'ai vraiment senti qui s'est mis en place progressivement, que des deux côtés d'ailleurs, hein, qui s'est bien mis progressivement le drive très clair, on sait où on emmène les enfants, non? Et en même temps, qui est, eh ben, puisque là c'est très clair et je sais où je vais, j'ai aussi ça me donne une sécurité aussi pour accueillir aussi ce qui se passe, parce que je sais que je vais y aller là-bas. Tout roule déjà. Et d'accueillir, et ces moments d'accueil spontanés, improvisés, font partie du programme. Dans la classe, ça doit faire partie d'une journée. Il doit y avoir un soleil de la journée tous les jours. Et ça, effectivement, cet équilibre-là, il s'est mis progressivement en place et il a été une des conséquences aussi, j'ai trouvé, de votre apaisement et celui des enfants. Parce que du coup, la classe, c'est comme si vous la construisiez avec eux. Ils sont rassurés parce qu'ils voient très bien que vous savez où vous allez. Eux, ils savent très bien. De toute façon, vous leur donnez les objectifs lors des regroupements. On doit connaître ci, on doit connaître ça, patata. Et en même temps, ils savent qu'il y a de la place pour les moments qui ne sont pas prévus, mais qui peuvent être de jolis moments. Et ces deux choses-là sont rassurantes parce que vous coécrivez la chose, mais ce n'est pas les enfants uniquement qui tiennent le crayon. Et pour eux, c'est très rassurant. Et qu'est-ce que vous avez senti chez les enfants? Encore une fois, la même chose. Pas dans leur comportement extérieur, mais d'abord dans leur intériorité. Est-ce que quelque chose a bougé un petit peu? Moi, j'ai l'impression qu'ils se sentent comme à la maison. Enfin, il y a vraiment cette sensation que ils peuvent circuler. Enfin, ils sont vraiment. J'ai l'impression qu'ils se sentent bien. C'est vrai que parfois on s'arrête, on les observe et c'est gai. Voilà. Et puis ils sont beaucoup plus ouverts parce qu'il y a des nouveaux liens qui se sont créés. Vu que moi j'avais les miens déjà depuis l'année passée, donc c'est la deuxième année avec eux ensemble, 2 ans ensemble, enfin 2 ans. Et donc le fait d'avoir ouvert cette porte, c'est des nouveaux liens, des nouvelles amitiés. Il y a des binômes qui se créent et qui fonctionnent très bien. Et donc beaucoup plus apaisés, beaucoup plus ouverts et en sécurité. Je les sens, ils se sentent en sécurité. Ils ont confiance en nous et ils ont pris confiance en eux. Et puis il y a ce lien, enfin cette empathie qui s'est développée en fait. Comme ils ne doivent pas venir systématiquement chez l'adulte et demander de l'aide à l'autre, même pour un simple
tablier. Du coup, ils demandent de l'aide. Donc, c'est vraiment cette notion de... On est ensemble et on s'entraide, en fait, en classe. Donc, ça développe, oui, l'empathie. Ça se ressent vraiment de l'extérieur. C'est vraiment flagrant, cette chose-là. Comment est-ce que vous gérez les activités qui sont obligatoires, entre guillemets? Parce qu'on est tenu de faire le petit lapin de Pâques, le cadeau de fête des pères, le cadeau de fête des mères. Comment vous faites avec toutes ces choses obligatoires? Est-ce que vous les faites ou est-ce que pas du tout, vous passez à travers? Déjà avant, on n'était pas trop pour tout ce qui est Saint-Nicolas et tout, parce que voilà, c'est personnel. Donc, une fois de plus, c'est pas parce qu'il faut le faire qu'on va le faire. Il ne faut pas le faire. On n'est pas obligé de le faire. Ce n'est pas un passage obligatoire. Maintenant, j'ai eu la question ce midi aussi sur le cadeau de fête des mères et des pères. Je trouve ça encore sympa. Mais alors, ce que moi, j'ai dans la tête de faire, c'est de faire vraiment un atelier autonome avec le matériel et l'enfant va faire son cadeau en autonomie. Comme, voilà, on reste vraiment dans une logique. Donc, on va le faire. Pâques, on a supprimé. On ne fait pas. Parce qu'il y a Halloween aussi. En fait, on va garder fête des mères, fête des pères, parce que je trouve ça... C'est sympa, les parents sont contents, les enfants sont contents et fiers d'offrir un cadeau, mais ce sera fait dans la même logique du fonctionnement de classe. Donc voilà, un enfant à la fois, sa petite table avec le matériel qu'on met à disposition, et il va créer son cadeau. Parce que les enfants, je répète ce que dit, les enfants réclament. Se déguiser au carnaval. Et pourquoi tu le ferais pas, au fait? Mais voilà, c'est ça, au fait. C'est parce que nous, on se déguise aussi. On fait encore des choses. On s'amuse. Et même notre directrice s'amuse beaucoup, se déguise beaucoup. Donc, on fait la semaine carnaval carrément. Chaque jour, il y a un thème. Mais une fois de plus, là, si toi, tu le sens de le faire, si tu aimes Pâques, si tu penses que ça apporte aux enfants, voilà. Je ne sais pas si j'aime ou je n'aime pas. Tu te sens obligée. Valérie dit, mais parce que du coup, moi, j'espère que je vais bien traduire. Finalement, ce dont j'aurais envie, c'est peut-être de ne pas le faire, mais en même temps, les enfants et puis les parents, et puis on attend ci, et puis peut-être que quand même ils ont besoin. C'est un peu ça, grosso modo, non? Et j'ai envie de répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu vois, c'est typiquement là, dans ce genre de situation, quand tu sais pas trop, où tu es comme ça et tu poses la question, du coup, là, à l'extérieur, c'est le moment là où tu dois dire OK. Parce que la question, bon, c'était pas est-ce que vous faites des chansons, mais c'était pas loin. Non mais attends, c'est pas. Mais on le fait tous. Mais justement, je pointe du doigt pour nous tous quand on se pose ces questions-là, qui ressemblent à est-ce que vous faites des chansons, dire OK. Qu'est-ce que je vous disais? Je pense vraiment, c'est une bonne piste de dire, de voir ce moment-là, là où on commence à partir à l'extérieur, et dire OK, on se recentre. Et en plus, tu l'as dit, la réponse, tu viens de la dire, tu as dit, je ne sais pas si j'aime ou si je n'aime pas. Ben, la réponse, c'est là qu'il faut poser la question d'abord. Qu'est-ce que toi, tu veux? Qu'est-ce qui te semble juste? Et on s'en fiche que Vania le fasse, ou que je ne sais pas qui là-bas le fasse, ou que la collègue d'à côté le fasse. S'il y a cette flexibilité-là, où vous pouvez ne pas faire les mêmes choses, c'est ça, ce qui vient de se passer là avec Valérie, c'est extrêmement important. Prendre le temps de s'arrêter là-dessus et de juste prendre conscience qu'on fait tout ça et que ça, c'est une perte de temps folle. Hein. Parce que du coup, tu vas faire un choix. Tu vas dire en sortant d'ici, eh ben OK, je vais faire comme Vania, je vais mettre une petite table, hein, et puis... Mais au fond de toi, tu n'es pas sûr. Tu vas le faire. Admettons, tu vas le faire. Du coup, si tu fais ce qu'on vient de dire, parce que ça te semble effectivement logique, mais que tu n'en es pas convaincu, parce que tu n'as pas fait ce travail préalable d'introspection, quelqu'un va venir dans ta classe, la collègue d'à côté, qui dit « Mais c'est n'importe quoi ton truc là ». Tu vas t'effondrer. Et tu vas aller sur le groupe, tu vas dire « Qu'est-ce que je dois faire ?» Voilà, donc, pour éviter ce genre de choses... non, ne pleure pas. La première chose, on n'aura pas la réponse aujourd'hui. C'est tu réfléchis avec toi-même, c'est toi et toi. Non, on est une équipe, je sais qu'on est une équipe. Mais avant d'être une équipe, il faut que tu saches, toi, déjà, si tu aimes ou tu n'aimes pas, si tu valides ou tu ne valides pas. Il y a un problème déjà. Il faut d'abord savoir ça. Et après, tu t'arranges avec ce qui te plaît ou pas en fonction de l'écologie qui est autour de toi, de cet écosystème-là. Admettons que tu n'aimes pas du tout ça, ça ne fait pas sens pour toi, toutes ces choses-là, par exemple. Mais au moins, tu le sais. Déjà, tu es ancré. Déjà, tu sais.
Après, si toute l'école te dit bah, pour nous c'est vraiment important, et bah, tu vas t'arranger avec ça. Tu diras bon ok, bah, je vais le faire mais de cette manière-là. Tu vas trouver un équilibre parce que l'ancrage il sera là. Mais là tu es juste baladé, tu sais plus. Voilà. Donc d'abord ta réponse, trouve ta réponse à toi. Et ce que disait Valérie là, c'est que visiblement ça a l'air, bon, elle a l'air de te donner une indication pour ta propre réponse intérieure. Elle dit a priori vu le stress que ça génère, c'est que ça n'a pas l'air de te convenir. Voilà, ça peut être une direction. Mais ça ne veut pas dire que ce soit vrai. C'est à toi de trouver la réponse. Et après, tu fais ce qui te semble juste en accord avec l'équipe avec laquelle tu es. Est-ce que tu fais la concession ou pas pour le bien? Ça, après, c'est toi qui vois. Mais au moins, tu seras ancré. Non, mais merci pour cette question, Valérie, parce que en fait, l'autonomie qu'on cherche chez les enfants, non mais c'est vrai. Combien de fois vous vous êtes pas dit à la fin de la journée « Oh là là, qu'est-ce qui me pose comme question ?» Pourquoi ça, c'est quand même évident. Et en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas de repères à ce moment-là. Ils ne savent pas ce qu'on attend d'eux, ce qu'il ne faut pas faire, pas faire. Ils sont complètement décentrés. Et tout le travail qu'on a fait et qu'on essaie de faire, c'est justement de les ramener vers eux-mêmes, de dire « Mais attends, je t'accompagne, mais au fond de toi, tu sais déjà, regarde le geste, c'est ça, maintenant fais-toi confiance. » Et ça prend du temps. Mais pour mieux accompagner les enfants sur ce chemin-là, une des meilleures choses à faire, c'est soi-même d'être ancré et de faire ce propre chemin et travail soi-même. Et ça commence par ça, et c'est pas facile. Hein. Ah, c'est pas du tout facile. Ça peut paraître complètement anecdotique, et ça ne l'est pas du tout. Parce que si vous arrivez pour la question des chansons, pour la question de « oui, mais si je mets de l'argile, ils vont s'en mettre partout, qu'est-ce que je fais ?» Pour la question de « est-ce que je fais la fête des mères ?» Si vous avez la posture intérieure qui fait que toutes ces questions-là, vous les levez parce que vous vous recentrez avec vous-même, vous savez ce que vous voulez faire, et après, du coup, vous agissez en fonction, mais tout va rouler dans votre classe. Tout va rouler. Vous serez à l'aise, vous lâcherez prise quand il faudra lâcher prise, parce que de toute façon, vous serez ancré. Et les enfants vont vous suivre. Ah, il y a une question de quelqu'un là-bas. Ah. Donc, je voulais rebondir sur ce que dit Valérie. Donc, nous étions plusieurs à travailler l'autonomie dans l'école. On a eu le souci des fêtes. C'était difficile parce qu'il a fallu dire à l'équipe, nous, on ne le fait pas. Et on a eu la question, mais pourquoi? Et ça, c'est la question la plus dure, parce qu'on ne sait pas y répondre. L'équipe se sent agressée finalement par votre conviction. Pour nous, on ne remet pas en cause votre façon de travailler. Mais pour nous, ça n'a plus de sens. Bah, oui, mais quand vous dites ça, vous lancez une bombe, là. Ah, oui. Vous avez lu ce livre extraordinaire de Marshall Rosenberg, les mots sont des murs ou bien ce sont des fenêtres. Eh bien, vraiment, je vous invite à le lire. C'est extraordinaire. Et là, peut-être je le disais tout à l'heure, je crois que c'était à Julie, parfois on dit une phrase et ça se ferme. Et c'est terminé, on a perdu l'interlocuteur. Et pourtant, ce n'était pas malveillant ce qu'on voulait dire. Mais on a heurté l'autre. Et là, c'est en disant, voilà, tu sais, on ne remet pas en question ce que tu fais, mais pour nous, ça n'a plus aucun sens. Mais il est par terre après ça. Mais peu importe ce que vous allez dire derrière, vous pouvez écrire un livre derrière. Il ne va plus vous écouter, c'est fini. Et vous entrez en guerre, là. On a une responsabilité quand on mène des démarches comme celle-ci. On a une vraie responsabilité des mots qu'on emploie. Parce qu'effectivement, où ce sont des murs, en une fraction de seconde, on a érigé un mur, où on a peut-être ouvert une porte. Et juste avec un mot, ça fait la différence. Peut-être que là, Vanessa proposait le mot priorité. Peut-être qu'il aurait été plus judicieux à ce moment-là de dire, voilà, pour nous, pour cette année, peut-être l'année suivante, en tout cas pour cette année, ce n'est pas une priorité, donc on ne va pas le faire cette année, on va voir comment ça se passe cette année. Et on verra si on reconduit l'année prochaine, mais en tout cas, cette année, c'est vrai que c'est moins une priorité, parce qu'on fait ci, parce qu'on fait ça, parce que... En parlant de votre travail, pas du leur, quoi. On dit là, c'est peut-être agressif, du coup, de ce que
en disant ça n'a pas de sens, mais c'est aussi, c'est perçu comme une agression de l'autre côté, de devoir constamment justifier. Oui, mais c'est vous qui remettez en question le système. Non, mais je sais, je connais, c'est l'histoire de ma vie, cette histoire. Un mot et c'est fini. Un mot et c'est, voilà. Donc, mais on n'a pas le choix quand on a cette conscience où on est juste le pas d'avant. Eh ben, on ne peut pas dire les choses, on a cette responsabilité-là, c'est comme ça. Oui, c'est pas très juste et c'est fatigant, mais... Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à lire des choses comme le livre de Marshall Rosenberg, c'est la communication empathique. C'est comment faire passer n'importe quel message, pouvoir communiquer avec l'autre sans heurter son intégrité. Dans le fait qu'il écoute tout le temps. Et pareil pour soi. Mais encore une fois, ce dont on vient de discuter, c'est très intéressant, c'est très important. C'est pas à prendre à la légère les mots qu'on emploie. Qu'est-ce que vous répondez, Vania et Vanessa? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à quelqu'un qui viendrait vous voir en disant « Mais moi, je ne peux pas commencer parce que je n'ai pas de matériel ». En fait, du matériel, vous en avez tous. Le matériel, on en a d'office au départ, dans nos classes, avant les changements, avant le chamboulement. Et donc, nous, on a fait pendant 6 mois vraiment avec des jeux basiques, vraiment, enfin des choses simples qui ne demandaient pas des grandes présentations, donc des puzzles, des petits jeux dont l'objectif était clair. Et vraiment, pour travailler l'autonomie, on n'a fait que ça pendant 6 mois. 6 mois. Donc, avec quand même en parallèle le son des lettres, la comptine numérique, ça c'est des choses qui doivent absolument infuser. Hein. Qui demandent peu de matériel de toute façon. Donc à part ça, à part en effet les lettres magnétiques et la boîte à objets, il n'y avait pas grand-chose. Il y a vraiment des jeux qui ne demandaient pas vraiment une intervention de l'adulte. Et pendant ce temps-là, nous, on pouvait travailler l'autonomie. Que ça, pendant 6 mois. On a vraiment fait en priorité ça. Donc c'est accessible, largement accessible. La barrière, elle est mentale. Hein. Après, on se trouve tout un tas d'excuses, mais la barrière, elle est mentale. Alors, ça, c'est une question qui m'intéresse fort. Quelles améliorations sont à venir? Qu'est-ce que vous voyez? Voilà. Quelle est la prochaine marche? Qu'est-ce qu'il y a à travailler encore? En fait, une chose assez difficile à faire au coin regroupement, c'est de décrire en fait ce que l'enfant a fait sans jugement en fait. Vraiment décrire simplement un progrès ou une activité, quelque chose qu'il a fait, mais vraiment en décrivant les choses. Donc on y arrive, mais c'est vraiment à améliorer. Enfin, on pourrait faire description neutre en fait. La description neutre en fait. Neutre. C'est très difficile. C'est difficile. Parce que le simple fait, le dernier exemple qui me vient, je ne sais plus laquelle parlait, et puis ça c'est typiquement ce que je fais aussi quand on dit « J'ai vu que tu tenais convenablement ton plateau et tu allais le mettre dans l'étagère. » Convenablement. Ça veut dire quoi pour l'enfant? Il ne sait pas du tout. Il ne sait pas. Quand ils sont tout petits, hein. Bien sûr qu'après, quand ils ont bien intériorisé ce que c'est convenablement, mais au début, c'est tu avais tes 2 mains dans les anses, tu avais tous tes doigts qui passaient dans les anses et tu l'as tenu bien droit et ensuite tu l'as posé. C'est ça convenablement. Il faut pouvoir décrire de manière neutre et être dans la description sans choses trop abstraites. Ça, c'est extrêmement compliqué. Puis aussi, toujours au coin rassemblement, avoir des consignes assez claires et pas trop longues pour ne pas perdre l'attention des enfants. Ça, on doit faire attention à ça aussi. Puis on aimerait bien faire un lien, comme tu avais dit, entre la classe, mais aussi les lieux de vie, la cour, la cantine, que ça se propage aussi un maximum, cette entraide et tout le travail en classe. Donc, Et en plus, je pense que ça va être facilité l'année prochaine, puisque ça va devenir vraiment un projet d'école. Toutes les classes maternelles et P1, P2 vont fusionner par 2 en multi-âge. Donc ça va devenir vraiment un projet d'école avec le centre aussi et la cantine qui vont être le centre de loisirs, je ne sais pas comment on dit en Belgique, je ne me souviens plus. Voilà, l'extrascolaire et la
ça va être aidé, je pense, l'année prochaine. Mais effectivement, ça va être un gros travail, beaucoup de réunions à venir d'équipe. Pour les consignes, ça c'est vraiment quelque chose... effectivement, Vanessa dit faire des consignes plus courtes, plus claires. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on a tous à travailler et qui va prendre du temps, mais c'est extrêmement important. En regroupement, on a tendance à raconter aux enfants ce qu'ils doivent faire. Alors, vous devez apprendre à bien ranger les chaises, et puis après, parce qu'il faut pouvoir les glisser doucement, sans bruit sous la table, sinon vous vous rendez compte, les copains vont tomber, et puis cela, et les enfants dans leur tête, c'est bla, 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 bla. Ils ont décroché. Ils n'entendent plus du tout. Et nous, on est là, et on cherche les bons mots, et tout, on s'épuise tous. Il suffirait de dire, de vous lever, de montrer comment vous déplacez la chaise. Dire, ah, ça n'a pas fait de bruit. Vous retournez à votre place et vous dites, la prochaine fois qu'un enfant l'a mal placé, tu replaces, donc on est dans l'action immédiatement, tu replaces la chaise comme je t'ai montré la dernière fois. Tu te souviens? Sans bruit. Il va le faire immédiatement. Action, réaction, quoi. Alors que dans la phase précédente, on aura eu une déperdition d'énergie folle, certainement une relation entre les deux tendue, adulte-enfant, pour que l'enfant ne fasse pas ce qu'on lui demande au final. Parce qu'il n'aura pas entendu « je dois remettre ma chaise là », il aura entendu « bla, 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 bla ». Il sera en train de dire « mais qu'est-ce qu'on me reproche encore, quoi ?» Avec Vania, on a trouvé une manière, en fait, avec les scénettes, comme tu avais proposé. Donc si on voit un enfant qui ne le fait pas durant la journée, on prend note. Et en fait, en rassemblement, on lui demande de, tiens, tu sais me montrer comment on fait, montrer aux autres, je suis sûre que tu sais le faire. Enfin, trouver toujours une façon un peu plus ludique et positive pour qu'il ne le refasse pas. Et que... Donc, voilà. Dans l'action, je pense tout de suite, c'est le de raconter, expliquer. Ok, alors, ça, allez. Et on ne perd pas de temps, quoi. Parce que surtout avec les petits, on les perd vite et c'est complètement contre-productif. Parce qu'après, si on a bien fait le geste, qu'on a bien montré, qu'on a été très clair dans les consignes, ensuite, la première fois, peut-être il faudra dire « Veux-tu bien remettre la chaise comme je t'ai montré ?» Tu te souviens sans bruit, il va le faire. La deuxième fois, ce sera la chaise. Il suffira juste de ça, la chaise. Tout sera dans les deux mots. Et la troisième fois, vous serez en regroupement à l'autre bout de la classe, vous croiserez son regard et vous ferez. Nous, on faisait comme ça, Geneviève, parce que les chaises avaient un dossier. Je faisais ça. Ils avaient tout de suite compris. Mais parce qu'avant, la consigne était très claire, descriptive, efficace, courte. Et on l'avait montré. Plutôt que se perdre en palabres. Et ça, c'est très bien expliqué dans le livre Faber et Maslich. Très, très bien expliqué. Est-ce que Valérie, tu veux bien juste venir nous expliquer? Donc Valérie, qui est directrice de l'école 4 à Saint-Gilles, je tenais vraiment à ce que Valérie puisse expliquer que ce qui s'est passé dans la classe de Vania Vanessa, ce n'était pas du tout le cas en début d'année. C'est quelque chose qui a dû se fabriquer, qui a dû aller se chercher. Est-ce que tu veux bien en parler un petit peu? Voilà, tout à l'heure, vous avez vu qu'elles étaient 3 dans la classe. Ce n'était pas du tout le cas en début d'année, ni même jusque janvier, où il y a 1 mois et demi, 2 mois, plus ou moins. On avait entendu le discours de Céline depuis le début de l'année qui disait qu'il ne faut pas rester seul dans sa classe, etc. On n'avait pas de solution. Donc est venue l'idée de la fusion, déjà pour diminuer les coûts et la collaboration entre collègues, que l'une puisse se reposer sur l'autre. On a vite vu que ce serait encore plus intéressant d'avoir une personne supplémentaire, mais je vous ai entendu et on vit la même chose. On est une école en encadrement différencié, donc on n'a pas nécessairement plus de subsides que vous. Mais on a décidé de faire un inventaire des ressources de l'école. Voilà. Alors, je sais qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne, que ça dépend d'un PO à l'autre, de la taille de l'école, etc. Mais en tout cas, je vais parler des écoles de la région bruxelloise et je sais qu'on n'a pas le même cadre pour les écoles de la région wallonne. Nous, on a droit, en tout cas, il y a un stock de ce qu'on appelle des PTP,
et des puéricultrices. PTP, c'est des personnes qui sont en programme de transition professionnelle. Et donc, tous les 2 ans, il y a une commission qui s'organise. Je n'y participe pas, mais les représentants du PO y participent. Et chaque PO de la région de Bruxelles essaye de tirer. Et je ne sais pas trop bien comment ça fonctionne là, donc c'est dommage, Christine n'est plus là, elle aurait pu en parler. Qu'il y ait au moins une personne, un PTP, une PTP dans une école. Elles sont à mi-temps ou à 4/5e temps. Il se fait que dans l'école, on a de la chance d'avoir une personne à 4/5e temps et on a une puéricultrice. Je pense que maintenant, et j'espère que je ne vais pas soulever un vent de panique, je pense que maintenant, toutes les écoles ont une puéricultrice. Non plus. Donc, à Bruxelles, en tout cas, les écoles en encadrement différencié, normalement, devraient en avoir une. C'est ce qui était prévu. Pardon ? Et donc voilà, on avait des logopèdes, on a mis aussi pas mal du budget d'encadrement différencié dans le projet. Donc voilà, on a fait un inventaire, on travaille avec l'extrascolaire également, où on essaie de modifier les horaires des personnes pour qu'elles puissent être dans les écoles. Et donc l'objectif, pour le moment, on a Samia la puéricultrice, qui n'est plus une simple puéricultrice, donc c'est-à-dire sa tâche n'est plus simplement d'aller changer les enfants, elle fait exactement le même boulot que Célimé que vous avez vu en classe. On a Célimé et on espère modifier, ça c'est pas encore assuré, mais bon, on est très têtu à Saint-Gilles, et puis voilà, on parle de notre école, mais il y a d'autres écoles à Saint-Gilles et elles sont aussi têtues que moi, donc on va aller voir les personnes du PO pour éventuellement modifier les horaires de l'accueil extrascolaire plutôt que de travailler les après-midi en remplacement des profs absents, etc., et de faire de la garderie, et bien plutôt de rendre eux aussi leur travail beaucoup plus intéressant et de participer au travail des enseignants et de les assister de la même manière que Célimé et Samia. Voilà, donc je ne connais pas vos ressources et je pense qu'elles sont très différentes les unes des autres. Peut-être qu'on est gâté à Saint-Gilles et pourtant je vous assure qu'on n'est pas une commune avec beaucoup de moyens, mais le PO est soutenant. Voilà. Le PO est soutenant. Voilà. Donc je pense que ce qui est à faire avec vos PO, avec vos directions éventuellement, c'est de faire un état des lieux. Voilà. Un état des lieux des ressources de vos écoles et de vos PO, et de voir ce qui est à disposition, et peut-être de modifier un tout petit peu. Voilà, ça nous a demandé de modifier notre façon de voir. Voilà, Célimé, c'est pas une PTP qui vient et qui est la petite main qui taille les crayons. Non, Célimé fait partie de l'équipe. Samia, ce n'est pas la puéricultrice qui va changer les couches culottes. C'est un membre de l'équipe et qui fait le même travail que les instits. Voilà, je pense qu'il y a quelques petits points à changer, des mentalités à faire évoluer. Et voilà. Je sais qu'il y a des écoles où il y a peu de ressources, des plus petites écoles. On est une école avec 25 classes, on n'est pas une petite école non plus. Donc pensez bien que si je mets des ressources là, elles ne sont pas ailleurs. Donc voilà, c'est un jeu pour éviter les jalousies, etc. Voilà, il y a un jeu de puzzle à faire. Je pense que si on met beaucoup de ressources en maternelle maintenant, je pense que les primaires en profiteront. Peut-être pas là l'année prochaine, mais quand ces enfants vont monter de classe, toute l'autonomie qui sera acquise beaucoup plus tôt, l'apprentissage de la lecture, des fondamentaux en mathématiques, etc. Voilà, je pense que ce qu'on fait maintenant va faire gagner du temps en primaire aussi, donc que les bénéfices, ce sera sur du long terme. Donc voilà, c'est étudier les ressources, voyez avec vos PO. Soyez convaincants, montrez-leur les avantages, invitez-les, pour ceux qui ont déjà travaillé la fusion, qui travaillent en vertical, etc., invitez-les, c'est ce qu'on a fait, invitez-les dans les classes. Un discours, ça ne sert pas souvent à grand-chose quand vous parlez à vos enfants. Quand je parle en concertation, souvent je parle dans le vent, blablabla, voilà. Invitez-les, voilà, invitez-les, venez, voilà, invitez-les. Je pense que c'est beaucoup plus convaincant que de parler et d'essayer de convaincre. Je pense qu'ils seront convaincus par les enfants. Voilà. Je n'ai rien à ajouter, je suis tout à fait d'accord avec elle, et en disant que c'est un chamboulement, mais c'est un chamboulement pour toute l'école. Et comme elle dit, on va peut-être chambouler le maternel maintenant, mais il faut dire aux primaires qu'elles en récolteront les fruits, et que peut-être, il faut peut-être changer certains moyens qui étaient dans le primaire avant, qu'il faut mettre en maternelle et changer. Mais il faut faire avec les moyens qu'on a. Je n'ai pas les mêmes moyens qu'elle.
on n'a pas, parce que j'ai plus de classes. Donc, s'il me faut d'abord, tout le monde ne veut pas travailler en fusion. Et si tout le monde ne veut pas travailler en fusion, obligé, ce n'est pas une solution non plus. Et si j'ai plus de fusion, il me faut plus de personnes. Je n'aurai pas pour pouvoir mettre des personnes dans toutes les fusions non plus. Mais bon, il faut faire avec ses moyens et essayer d'aller mendier à gauche, à droite pour avoir un peu plus de moyens. C'est tout ce qu'on peut faire et faire avec ce qu'on a. En fait. Mais je pense que si on veut bouger, on doit bouger, commencer avec ce qu'on a. Et je pense qu'après, ça viendra. Avec la bonne volonté de tout le monde aussi, on y arrivera de toute manière. Il n'y a rien qui va se présenter à vous. Si moi, j'avais dû attendre d'avoir les conditions favorables pour mettre en place l'expérience de Gennevilliers, je ne serais jamais là devant vous. Il faut aller chercher les choses. Et c'est ça qui va faire que le système va progressivement basculer. C'est parce que vous faites quelque chose. Et qu'à un moment donné, il y aura 1, 2, 3, peut-être 4 écoles qui commencent à bouger comme ça, avoir peut-être pas tout le monde en fusion avec trois classes, que des classes fusionnées avec une assistante. Peut-être pas ça, peut-être une autre solution, mais quelque chose qui va dans ce sens-là, de plus de respect du travail d'enseignant aussi. Et donc c'est-à-dire avec une aide dans les classes, et avec davantage d'autonomie, etc., tout ce qu'on est en train de travailler, mais chacun à sa façon, progressivement, ça va devenir quelque chose qui va inspirer les autres. Et ce qui est juste, de toute façon, va se propager, mais c'est à chacun d'y participer. Ça ne va pas tomber du ciel. Ça ne va pas tomber du ciel. Valérie y participe en faisant ce qu'elle peut. Je la remercie d'y être allée, parce que moi, ça me permet de filmer des images, aussi montrer que c'est possible, comme à Gennevilliers, dire on peut le faire, on peut y arriver, on peut proposer autre chose. Martine aussi qui bouge comme elle peut dans son école. Et tout ça, ce sont des signaux envoyés dans un sens. Et à un moment donné, ça va bouger. Ça va bouger. Mais c'est nous qui donnons la tendance. Il faut aller chercher, il faut se bouger. Oui, c'est vrai. Mais c'est possible.